Bonjour à tous et merci d'être des nôtres sur BB24. Bienvenue dans le 12h45. Voici les titres de cette session d'information. Examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2020. Les candidats en ont fini avec la phase écrite ce matin. Hier, deuxième journée de composition. Les candidats étaient partagés entre sérénité, inquiétude et assurance. Rodrigue Babuto a fait le constat. Depuis le 1er juillet, les bénéficiaires du programme spécial d'insertion dans l'emploi s'inscrivent en ligne. Quel est l'enjeu de ce programme et qui peut en bénéficier? Élément de réponse à suivre. Les erreurs médicales, troisième cause de décès après les maladies du cœur et le cancer. Les erreurs médicales sont souvent le fait d'un mauvais diagnostic ou d'une mauvaise qualité des soins. On en parle dans un instant. Je le disais en titre, fin depuis ce matin de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC. Au deuxième jour, une composition qui a duré 3 jours. Au deuxième jour, les candidats ont affronté les épreuves d'anglais, de sciences de la vie et de la terre, puis d'espagnol ou de physique, chimie, technologie, PCT. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans un centre de composition pour constater l'état d'esprit des candidats à la fin des épreuves de la matinée du mardi. Pour bon nombre d'entre eux, pas de grandes difficultés, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Rodrigue Babuto pour le reportage. Voilà qui sonne le glas de la composition de cette matinée du deuxième jour de l'examen du BEPC. Dès que retentit la sirène, les examinateurs procèdent au ramassage des copies et le défilé des salles de composition vers le secrétariat peut commencer. On doit compter les copies et nombre de candidats, nombre de copies. Et quand on s'assure que le nombre de candidats, nombre de copies, on a ramassé, on prend 2 candidats qui émargent sur une enveloppe et on compte ensemble. Et ça doit faire le nombre de candidats et le nombre de copies que nous avons. Et on scotche, on scelle l'enveloppe devant eux. Et après ça, on ramène ça au secrétariat. Jusque-là, on n'a pas vu un élève récalcitrant ou tout ça là, non, tout a été bien fait. Ils ont obtempéré jusqu'à la fin. Un constat unanime dans le rang des surveillants de salle. Pas de couac pour le compte de cette seconde journée de composition. Du côté des candidats, par contre, l'unanimité n'est pas au rendez-vous quand il faut donner ses impressions après cette composition de la mi-journée. SVT comme anglais, c'était abordable, c'était à notre niveau. Vu que hier en histoire géo, ils avaient pris le milieu du cahier de cours là. Moi, ils m'étaient déjà dit qu'ils allaient suivre comme ça pour sortir les trucs du milieu de cours. Mais ils ont carrément sorti la fin du cahier de cours pour la partie 1 et la partie 2. Ce qui ne se fait pas souvent, même pas de me mettre ça dans 2 différentes parties. C'est ça qui m'a un peu étonné, sinon dans l'ensemble là, c'était bon. J'ai un peu peur. Parce qu'il y a une partie que je n'ai pas bien fait. En SVT, on nous a proposé la SA4 par rapport aux agglutinations. Bon, je me suis débrouillée, j'ai fait un peu. J'ai tout fait parce que l'épreuve n'est pas difficile, c'est facile quoi. Dans cette salle de classe, certains candidats préfèrent ne pas sortir se récréer comme leurs camarades. Ici, on fait les dernières révisions avant l'unique composition de l'après-midi, soit en espagnol, soit en physique, chimie, technologie, PCT. La matinée n'a pas été très reluisante. L'après-midi ne doit pas être pareil. En anglais, j'ai fait de mon mieux, mais l'SVT, ça a été un peu difficile pour moi. J'ai mon cahier devant moi parce que j'ai physique ce soir à 15h. L'épreuve d'anglais, ça me paraît un peu difficile pour le writing là. Je suis en train de réviser une épreuve d'espagnol parce que je vais composer l'espagnol ce soir. La phase écrite de l'examen du BEPC 2020 est prévue pour prendre fin ce 15 juillet. Le PSIE, Programme spécial d'insertion dans l'emploi, c'est un programme qui permet d'insérer dans l'emploi les jeunes diplômés. Cette réforme permet aux entreprises non seulement d'avoir les incitations nécessaires pour participer à la création de richesses, puis ensuite créer d'emplois. Pour mieux comprendre l'enjeu et les contours de ce programme mis en place par le gouvernement, une équipe de la rédaction a interviewé Chalmagne Lokossou, coordinateur du programme. On l'écoute. Le PSIE est né de la volonté du chef de l'État, non seulement d'aider les entreprises à disposer d'une main-d'œuvre qualifiée,
et également favoriser l'employabilité des jeunes. Les entreprises, ça va leur profiter pour la simple raison que pendant une année, l'État prend en charge les salaires. 100% la première année, charge sociale, salaire net aux employés qui seront recrutés. Et pour la deuxième année, l'État supporte les charges sociales et fiscales, quitte à l'entreprise de prendre en charge les salaires nets des employés. Alors donc l'entreprise est au cœur du dispositif. Ce n'est que la demande en travail, la demande en main-d'œuvre des entreprises que l'État concourt à satisfaire par la prise en charge salariale dans la mesure où plusieurs entreprises veulent recruter mais n'ont pas toujours les moyens financiers de faire face aux charges salariales. N'oubliez pas que le tissu de formation de notre pays est un tissu désaxé dans la mesure où les personnels formés ne sont pas en adéquation avec le marché du travail. Alors, pour pouvoir accompagner et limiter et réduire cette inadéquation, le gouvernement a mis en place ce PSE, entre autres programmes, pour réduire la fracture capacitaire entre ce que veulent les entreprises et les jeunes qui cherchent du travail. La plupart des demandes formulées par les entreprises des 14 branches d'activité qui ont été repérées comme étant les plus pourvoyeuses d'emplois ont demandé effectivement essentiellement des profils professionnels, des gens qui, même s'ils n'ont pas la pratique, mais s'ils ont déjà au moins le bagage théorique dans une école professionnelle, l'entreprise pourra les mouler pour la simple raison que l'État assure le coût d'ajustement parce que les salaires sont payés. Sinon, avant, c'est l'entreprise qui allait payer les salaires et former les gens. Mais aujourd'hui, l'État dit, bon, je paye les salaires, il faut vous former. Le PSE recrute comment? On fait la présélection et la sélection et on envoie les 5 meilleurs par poste à l'entreprise, quitte à elle, avec ses propres procédés, de choisir la meilleure personne qui lui conviendrait et nous retourner, bien sûr, le reliquat de candidats qui n'auraient pas été retenus. L'entreprise étant fortement associée, il va lui être difficile de ne pas incorporer cette personne dont elle a assuré elle-même la sélection finale dans son personnel. Parlons maintenant des erreurs médicales. Elles sont la 3e cause de décès dans le monde entier après les maladies du cœur et le cancer. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, dans 7 pays développés, un patient hospitalisé sur 300 décède des suites d'erreurs médicales, soit près de 500 000 décès par an dans le monde entier. Des chiffres alarmants qui sont soit la cause de la mauvaise qualité des soins, soit de l'excès de confiance dans le diagnostic ou encore d'un manque de personnel médical et infirmier. Que comprendre par erreur médicale? La réponse dans cet élément. Il n'est plus rare d'entendre qu'un individu porte un handicap à vie ou passe de vie à trépas à cause d'une erreur médicale. Une erreur médicale telle que c'est formulé, c'est tout ce que vous commettez et qui n'est pas conforme à la norme. La caractéristique en milieu de santé, c'est que quand on commet l'erreur à la santé, on meurt ou la victime porte des séquelles indélébile. Juste les moyens qui manquent ou que la conscience professionnelle fasse défaut et l'irrécupérable est fait. Un agent de santé a une obligation, non seulement de résultats, mais une obligation totale de moyens, comme on l'avait connu avant. Les cas sont légion. Parfois, l'erreur médicale advient par la cupidité de l'agent de santé ou par intention de nuire. Le cas d'une dame, elle s'appelle... Bon, l'émotion me prend, je continue. Cette dame dont je parle, la grossesse n'est pas arrivée encore à terme. Et dans une clinique privée, dans ce Cotonou, on décide de faire une intervention chirurgicale parce que l'intervention chirurgicale va rapporter plus à cette clinique que si on attendait le délai de 9 mois pour qu'elle accouche naturellement. On a enclenché une intervention chirurgicale précocement. Mais pendant l'opération, on s'est rendu compte qu'il y a un instrument qu'on n'a pas dans sa boîte à instruments. On a laissé le malade, dont le ventre est déjà ouvert là, pour aller chercher l'instrument au dehors. Et quand on est revenu avec l'instrument, l'oxygène a fait défaut, mais on n'a pas assez d'oxygène. On est ressorti une deuxième fois au cours d'une intervention pour aller chercher l'oxygène chez un autre collègue. Cette dame qui est morte, dans ces conditions-là, ce n'est pas bien. Ce qui est pire par rapport à ce que nous disons là, c'est la dangerosité de l'homme béninois. Dans son cœur noir, il remplit les églises, il remplit les mosquées, il donne l'impression qu'il a l'amour du prochain, alors qu'en réalité c'est faux. Ce que je dis là et que vous écoutez là, c'est ça qui a fait que moi je porte une prothèse aujourd'hui à mon pied gauche. Même si hier les lois n'étaient pas applicables, aujourd'hui il y a espoir.
Toute faute commise répond à des actes de sanction donnés. Mais aucune de ces dispositions n'est opérationnelle. Aujourd'hui, je suis heureux d'écouter le ministre de la Santé actuel que désormais les fautes ne sont plus impunies. Je dis Inch'Allah. Il n'est donc pas difficile de lutter contre l'erreur médicale. Il faut travailler en équipe. Aujourd'hui, les individualités ont poussé des hommes et des femmes à vouloir travailler seuls. Non. Il faut importer la médecine avec les habitudes du pays qui a découvert la médecine. C'est l'Europe, l'Asie, l'Amérique et consorts. Nous avons notre médecine qui est médecine traditionnelle. Et notre médecine traditionnelle a ses règles et ses principes. La médecine est un métier si noble qu'on ne peut l'embrasser sans chercher à hériter du cœur du Créateur. C'était un reportage signé Ulvaeus Balogun. Pour accélérer la reprise économique post-Covid-19, la Banque africaine de développement incite les pays de l'Afrique de l'Ouest à s'appuyer sur leur jeunesse. Dans ses perspectives économiques régionales pour l'Afrique de l'Ouest 2020, publiées en début de ce mois, l'institution panafricaine relève que la jeune population offre un réservoir de main-d'œuvre d'intérêt stratégique qui peut être mise au service de l'emploi et de la croissance économique. Selon la BAD, la pandémie pourrait coûter en Afrique, notamment au Nigeria, au Togo et d'autres pays du continent, la bagatelle de 236,7 milliards de francs CFA de PIB cumulés sur la période 2020-2021. Au Kenya, la filière thé paye un lourd tribut à la pandémie de coronavirus. Le secteur a connu une chute de plus de 7 milliards de ses recettes d'exportation sur les 5 premiers mois de l'année 2020. En cause, la baisse des prix et les volumes exportés en raison du ralentissement de la demande globale. Concernant les marchés d'exportation, le pays a connu une baisse de 6 000 tonnes de ses envois sur la dite période, soit l'une des plus importantes contractions enregistrées ces dernières années. Sur les destinations phares comme le Pakistan et l'Égypte, les activités d'importation par les négociants ont été entravées par la fermeture des frontières. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. C'est fini pour cette session d'information. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.